L'instant où Monsieur Martin a franchi la porte de l'entreprise, un vent de changement a soufflé dans les couloirs. Il n'a pas fallu longtemps pour que tous ressentent l'intensité de sa présence, un homme de taille moyenne avec des yeux qui semblaient évaluer chaque centime dépensé par l'entreprise. Fraîchement nommé directeur, sa réputation le précédait, mais rien n'aurait pu préparer l'équipe à la vitesse à laquelle il mettrait en place ses nouvelles politiques. Lors de sa première réunion d'équipe, l'atmosphère était tendue, l'air chargé d'expectatives. Monsieur Martin, debout, droit comme un i, avec un regard déterminé, n'a pas tardé à détailler ses premières mesures. Il est temps d'optimiser nos ressources, a-t-il commencé, sa voix ferme résonnant dans la salle. J'ai révisé notre masse salariale, et franchement, on dépense trop. Des ajustements seront faits. Les murmures parmi les employés montaient tandis que Monsieur Martin décrivait ses plans de réduction des salaires, excepté le sien, bien entendu. Sa justification était simple. L'entreprise devait réduire ses dépenses pour augmenter ses profits. Cependant, la profondeur et la brutalité de ces coupes ont pris tout le monde par surprise. Peu de temps après, le mécontentement s'est propagé comme une traînée de poudre. Les lettres de démission ont commencé à être déposées presque immédiatement, les unes après les autres, en signe de protestation contre les mesures draconiennes de Monsieur Martin. Mais il restait imperturbable, convaincu d'être sur la bonne voie. Son obsession ne se limitait pas aux économies financières. La propreté du bureau est devenue un autre de ses centres d'intérêt. Un lieu de travail propre est un lieu de travail efficace, déclarait-il souvent, bien que ses exigences en matière de propreté allaient bien au-delà du raisonnable, s'attendant à ce que le bureau soit maintenu dans un état de stérilité rivalisant avec celui des salles d'opération. Ces attentes inhumaines envers la propreté sont rapidement devenues problématiques, surtout parce que trouver quelqu'un disposé à nettoyer dans ces conditions et pour un salaire de misère s'est avéré impossible. Monsieur Martin, cependant, ne voyait pas cela comme un obstacle, mais plutôt comme un défi à relever, sans réaliser l'atmosphère hostile et démoralisée qu'il était en train de créer. Madame Dubois, la sous-directrice des ressources humaines, a tenté d'intervenir, suggérant avec délicatesse qu'il serait peut-être prudent d'offrir un salaire équitable à l'équipe de nettoyage. Sa suggestion, cependant, a été accueillie par un refus rapide et sévère. Notre priorité est de faire des économies, Madame Dubois. La propreté est essentielle, mais elle doit être réalisée dans les limites de notre budget, lui a-t-il répondu, sans une once de compassion. L'équipe restante observait, luttant pour s'adapter à la nouvelle donne, tout en rêvant secrètement d'une échappatoire à la tyrannie de Monsieur Martin. Ce qu'ils ignoraient, c'était qu'une figure inattendue allait bientôt tout changer. Ce premier chapitre pose les bases des conflits et des défis à venir, présentant Monsieur Martin non seulement comme un antagoniste, mais comme le catalyseur d'une histoire de lutte, de dépassement, et finalement, de rédemption. Madame Dubois, la sous-directrice des ressources humaines, ressentait le poids de la tension qui se propageait à travers le bureau. Connue pour sa diplomatie et son empathie, elle tentait, jour après jour, d'être la voix de la raison au milieu du chaos instauré par Monsieur Martin. Son dévouement à l'entreprise et à ses collègues l'a poussé à affronter les politiques rigides du nouveau directeur, en particulier celles qui affectaient directement le bien-être de l'équipe. Par une matinée particulièrement tendue, suite à une réunion où Monsieur Martin avait annoncé de nouvelles réductions budgétaires cette fois, impactant encore plus le salaire déjà modeste de l'équipe de nettoyage, Madame Dubois décida qu'il était temps d'agir. Armée de graphiques et de rapports soulignant l'importance de maintenir une équipe motivée et correctement rémunérée, elle frappa à la porte du bureau de Monsieur Martin, déterminée à lui faire voir la situation sous un nouvel angle. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle, avec une politesse qui peinait à masquer son agitation. Monsieur Martin, regardant au-dessus de ses lunettes, fit un signe de tête pour acquiescer. Madame Dubois entra, fermant doucement la porte derrière elle, et s'assit en face du massif bureau en chêne qui dominait le bureau. Monsieur Martin, je comprends la nécessité de surveiller nos dépenses, commença-t-elle, sa voix calme mais assurée. Cependant, je crains que nous perdions de vue quelque chose d'essentiel, la satisfaction et le bien-être de nos employés. Elle fit glisser les graphiques vers lui, qui les observa avec un mélange de dédain et de curiosité. Regardez, lorsque les employés se sentent valorisés, leur productivité s'accroît. Cela inclut notre équipe de nettoyage. Ils sont essentiels pour maintenir notre lieu de travail agréable et sain. Monsieur Martin l'écouta sans bouger, tandis que Madame Dubois exposait ses arguments. Lorsqu'elle eut fini, il parla enfin, sa voix empreinte d'une froideur qui sembla rendre l'atmosphère encore plus glaciale. Madame Dubois, votre préoccupation est touchante mais sans fondement. Nos objectifs financiers sont clairs, et chacun doit y contribuer. Si l'équipe de nettoyage juge que le salaire est insuffisant, elle peut chercher ailleurs. C'est aussi simple que ça.
Le cœur de Madame Dubois s'alourdit. Elle avait espéré que sa logique et sa compassion trouveraient un écho chez le cœur d'homme d'affaires de Monsieur Martin, mais il était évident que ces mots étaient tombés dans l'oreille d'un sourd. Je vous implore de reconsidérer, pour le bien de l'équipe et la santé de l'entreprise, insista-t-elle, dans un dernier effort pour faire appel à son humanité. Mais Monsieur Martin avait déjà reporté son attention sur les papiers devant lui, mettant fin à la conversation sans autre considération. Je vous remercie de votre préoccupation, Madame Dubois. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai beaucoup de travail. Désolée, Madame Dubois se leva et sortit du bureau, ressentant le poids de la défaite. La conversation avait mis en lumière un désaccord profond sur la manière de gérer l'entreprise, et il était clair que la bataille pour protéger les intérêts des employés contre les politiques draconiennes de Monsieur Martin était loin d'être terminée. Le bureau, déjà un lieu de tension, semblait maintenant être sur le point de s'enflammer à la moindre provocation. Avec la gestion continue de Monsieur Martin, la tension dans le bureau s'intensifiait de jour en jour. La difficulté à trouver une nouvelle employée pour le nettoyage devenait un problème chronique, reflétant non seulement l'intransigeance de Monsieur Martin sur les questions financières, mais aussi le désespoir grandissant de l'équipe qui restait. Les annonces pour le poste de nettoyage, offrant un salaire nettement inférieur au marché, attiraient peu de candidats, et ceux qui se présentaient étaient réticents. Ceux qui osaient répondre à l'annonce se décourageaient presque immédiatement face à la longue liste d'exigences et à l'ambiance de travail de plus en plus tendue et démoralisante. Madame Dubois, toujours déterminée à trouver une solution, se retrouvait dans une bataille constante contre le temps et les attentes irréalistes de Monsieur Martin. Ses tentatives d'expliquer la nécessité d'un salaire équitable comme incitation pour les candidats potentiels étaient constamment ignorées ou balayées d'un revers de la main par le directeur, qui restait campé sur sa position selon laquelle celui qui a besoin du travail acceptera les conditions offertes. Lors d'une journée particulièrement éprouvante, après une nouvelle série d'entretiens infructueux, Madame Dubois et son équipe se sont réunies pour discuter des stratégies possibles. Il faut convaincre Monsieur Martin que ses attentes sont déraisonnables. Personne de qualifié n'acceptera ce travail dans ces conditions, arguait-elle, visiblement exaspérée. Cependant, l'insistance de Monsieur Martin sur les économies à tout prix créait un cercle vicieux. Sans une équipe de nettoyage adéquate, le bureau commençait à s'accumuler de saleté et de désordre, affectant le moral de l'équipe et même l'image de l'entreprise auprès des visiteurs et des clients. La situation devenait intenable, et le désespoir parmi les employés augmentait, à mesure qu'ils se mettaient eux-mêmes à effectuer de petites tâches de nettoyage pour maintenir leur lieu de travail dans un état à peu près acceptable. L'entêtement de Monsieur Martin à ne pas reconnaître la gravité de la situation ne faisait qu'élargir le fossé entre lui et son équipe. La frustration de Madame Dubois était partagée par tous ceux qui se sentaient pris au piège dans une impasse, forcés d'accepter des mesures d'économie draconiennes qui compromettaient non seulement leur bien-être mais aussi l'efficacité et la productivité du bureau. La recherche vaine d'une nouvelle employée de nettoyage était donc le symptôme d'un problème bien plus vaste, le refus de Monsieur Martin d'adapter ses politiques à la réalité de ses employés, créant un environnement de travail de plus en plus tendu et démoralisant. C'était une impasse qui menaçait non seulement la propreté du bureau, mais aussi l'essence même de l'entreprise et le bien-être de ceux qui y travaillaient. Au fil des jours, sous la gestion austère de Monsieur Martin, l'équipe du bureau se retrouvait de plus en plus plongée dans une atmosphère de mécontentement et de frustration. La question du nettoyage, une petite mais significative facette de la vie de bureau, devenait un symbole de l'insensibilité du nouveau directeur aux besoins fondamentaux de ses employés. Le départ en masse des membres de l'équipe de nettoyage, démoralisés par les salaires réduits et les exigences disproportionnées, avait laissé le bureau dans un état déplorable. C'était lors d'une journée particulièrement morose, alors que la poussière accumulée commençait à être visible sur les surfaces et que la morosité était palpable, que Monsieur Martin, regardant distraitement par la fenêtre de son bureau, aperçut une silhouette solitaire ramassant des boîtes en carton à proximité du bâtiment. C'était une femme, apparemment concentrée sur sa tâche, avec une efficacité qui attira l'attention de Monsieur Martin. Son nom, encore inconnu de lui, était Marie. Voyant en elle une opportunité, Monsieur Martin convoqua Madame Dubois dans son bureau, pointant du doigt la silhouette à l'extérieur. « Regardez cette femme, dit-il, d'un ton qui suggérait qu'il avait déjà formulé un plan. Elle semble être exactement ce dont nous avons besoin pour résoudre notre problème de nettoyage. » Madame Dubois, à ses côtés, observait Marie avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Il était évident pour elle que recruter quelqu'un dans de telles circonstances était un geste désespéré, mais elle savait aussi qu'argumenter avec Monsieur Martin serait peine perdue. Sans hésitation, Monsieur Martin ouvrit la fenêtre et interpella Marie, espérant que son offre d'emploi serait acceptée sur le champ. Cependant, Marie ne répondit pas.
Elle continua son travail, pliant et empilant méthodiquement les cartons, complètement indifférente aux appels de M. Martin. Sa réaction, ou son absence de réaction, surprit le directeur, qui n'était pas habitué à être ignoré. Déterminé, M. Martin envoya un des agents de sécurité du bâtiment la chercher. Lorsque Marie entra finalement dans le bureau, escortée par l'agent de sécurité, M. Martin se rendit compte qu'elle était différente. Son expression était sereine, et elle ne semblait pas intimidée ni par l'environnement corporate ni par la présence imposante du directeur. C'est alors qu'il remarqua l'appareil auditif qu'elle portait, signe de sa surdité. Communiquer avec Marie obligea M. Martin à ralentir, articulant clairement ces mots pour qu'elle puisse lire sur ses lèvres. « Vous aimeriez travailler avec nous ? Nous avons besoin de quelqu'un pour maintenir notre bureau propre, expliqua-t-il, tentant de masquer son impatience. Marie observa l'environnement autour d'elle, l'air pensif, avant de finalement hocher la tête en signe d'accord. Pour M. Martin, ce hochement de tête était une victoire, un signe qu'il avait résolu un problème avec son efficacité habituelle. Pour Madame Dubois, cependant, il était impossible de ne pas ressentir un certain malaise, se demandant si Marie savait vraiment dans quoi elle s'engageait. L'arrivée de Marie au bureau promettait d'apporter des changements, mais aucun d'eux ne pouvait prévoir l'impact réel que cette décision aurait. Alors que M. Martin voyait juste la solution à un problème pratique, l'avenir révélerait que Marie était bien plus qu'une simple employée de nettoyage. Leur rencontre inattendue n'était pas seulement le début d'une nouvelle dynamique au bureau, mais aussi le prélude d'une histoire qui changerait la vie de tous de manière inimaginable. Dès son premier jour, Marie fut confrontée à un environnement de travail rempli de défis qui dépassaient les simples tâches de nettoyage. Son intégration dans l'équipe, sous les circonstances uniques de son embauche, devint rapidement l'objet de curiosité, et malheureusement, de moqueries de la part de certains collègues. La différence de Marie, marquée par sa surdité, exacerbait seulement son sentiment d'isolement dans un lieu déjà tendu en raison des politiques strictes de M. Martin. Marie, cependant, possédait une résilience que peu avaient anticipée. Jour après jour, elle arrivait au bureau avant tout le monde, se consacrant à transformer l'espace avec une minutie qui commençait à se faire remarquer. Les surfaces auparavant couvertes de poussière brillaient désormais, et l'air, autrefois lourd de mécontentement, commençait à devenir un peu plus léger, du moins en termes de propreté. La transformation ne s'arrêta pas aux tâches physiques. Marie, avec sa présence silencieuse mais déterminée, commença à influencer subtilement le moral du bureau. Les employés qui initialement se moquaient d'elle commencèrent à remarquer son dévouement et sa compétence. Sa capacité à accomplir beaucoup avec si peu, à travailler dur sans se plaindre, commença à inspirer le respect. Pourtant, l'hostilité et le mépris ne se sont pas évaporés du jour au lendemain. Des conversations murmurées persistaient, quelques blagues cruelles étaient toujours échangées à son égard, mais Marie choisissait de se concentrer sur son travail, sur ce qu'elle pouvait contrôler. Rarement elle levait les yeux sur ceux qui parlaient dans son dos, se plongeant dans sa tâche avec une intensité qui rendait les insultes petites et mesquines. Madame Dubois observait cette dynamique avec un mélange d'admiration et de tristesse. Elle admirait la force de Marie, sa capacité à maintenir sa dignité dans un environnement souvent hostile. La tristesse venait de la réalisation que, malgré ses espoirs d'un environnement de travail harmonieux, il restait encore un long chemin à parcourir. L'impact de Marie au bureau devenait un témoignage silencieux du pouvoir de la résilience et de l'intégrité. Sa présence, initialement vue comme une simple addition à l'équipe de nettoyage, commençait à remettre en question les idées préconçues sur la valeur et le respect sur le lieu de travail. Marie, dans sa lutte contre le mépris, ne nettoyait pas seulement le bureau, mais commençait subtilement à assainir également la culture toxique qui s'y était installée, pavant le chemin pour des changements plus profonds qui restaient à venir. Dès le premier jour où Marie a commencé à travailler dans l'entreprise sous la direction de M. Martin, elle a été confrontée à des défis qui dépassaient de loin les tâches de nettoyage. Ses collègues, influencés par l'atmosphère déjà tendue du bureau et peut-être par l'attitude même de M. Martin à son égard, ont traité Marie avec un mélange d'indifférence et de dédain. Les chuchotements et les rires étaient fréquents lorsqu'elle passait, nettoyant méticuleusement chaque coin du bureau, s'efforçant de faire son travail à la perfection malgré des circonstances défavorables. Pourtant, Marie n'était pas étrangère à l'isolement ou à l'adversité. Sa surdité, résultat d'un accident tragique, l'avait apprise à naviguer dans un monde qui semblait souvent ne pas vouloir l'inclure. Ce que ses collègues de travail ignoraient, c'est que la détermination silencieuse de Marie cachait une histoire de perte, d'amour et de dépassement. Avant sa vie actuelle, Marie avait un avenir prometteur devant elle. Elle était tombée éperdument amoureuse de Kevin, un jeune homme issu d'une famille aisée, pendant ses études en économie.
Ils partageaient des rêves communs et un amour profond l'un pour l'autre, un amour qui semblait destiné à surmonter tous les obstacles. Cependant, cet avenir a été brutalement interrompu par un accident de voiture par une nuit brumeuse. Kevin est décédé dans l'accident et Marie, miraculeusement survécue, s'est retrouvée plongée dans un silence absolu, sa capacité d'audition perdue en conséquence du traumatisme. Désemparée et seule, faisant face à l'hostilité des parents de Kevin, qui la blâmaient pour la tragédie, Marie s'est vue privée de tout ce qu'elle chérissait, sa famille, sa carrière prometteuse et plus douloureusement, l'amour de sa vie. Elle a été forcée de reconstruire son existence à partir de zéro, sans le soutien d'amis ou de famille. La surdité n'était pas seulement une barrière physique, elle est devenue un mur entre elle et le monde qui semblait auparavant à portée de main. Malgré ses revers dévastateurs, Marie a persévéré. Sa passion pour l'économie et son désir inébranlable de trouver un sens à sa nouvelle réalité l'ont poussée vers l'avant. Elle s'est adaptée à sa surdité, apprenant à lire sur les lèvres et à communiquer de manière que la plupart des gens ne considéreraient même pas. Le nettoyage chez Monsieur Martin n'était pas qu'un gagne-pain pour Marie, c'était une étape vers la reconquête de son indépendance et de sa dignité. L'histoire de son passé a éclaté de façon inattendue. Une discussion anodine entre Madame Dubois et un des rares collègues ayant montré de la gentillesse envers Marie a révélé ses qualifications académiques et l'accident tragique qu'elle avait vécu. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, transformant les murmures de mépris en chuchotements de respect et d'admiration. Marie n'était plus perçue comme une simple employée de nettoyage, mais comme une femme d'une force et d'une résilience extraordinaires. Ce tournant dans la perception de Marie marquait le début d'un nouveau chapitre pour elle au sein de l'entreprise. Bien que les moqueries et l'isolement n'aient pas disparu du jour au lendemain, son histoire a pavé la voie à une compréhension plus profonde et un respect mutuel. Ceux qui la considéraient auparavant comme négligeable reconnaissaient désormais la profondeur de son caractère et la richesse de son expérience. Et plus important encore, Marie a commencé à réaliser que même dans les circonstances les plus défavorables, il y avait de la place pour la croissance et l'espoir. Au fil des semaines, la présence discrète de Marie dans les bureaux devenait de plus en plus remarquée, non seulement par la propreté impeccable dans laquelle elle maintenait l'espace de travail, mais aussi en contraste frappant avec la gestion de plus en plus contestée de Monsieur Martin. Ce qui avait commencé comme un mandat plein de promesses d'efficacité et d'économie se révélait rapidement être une suite de décisions mal avisées menaçant non seulement le moral des employés, mais aussi la viabilité même de l'entreprise. Obsédé par la réduction des coûts et les mesures d'austérité, M. Martin ne parvenait pas à saisir une vérité fondamentale du commerce: l'efficacité et la productivité sont intrinsèquement liées au bien-être des employés et à la qualité de la gestion. Son incapacité à écouter, à s'adapter aux critiques constructives et à valoriser le capital humain de l'entreprise avait créé une atmosphère étouffante de mécontentement et de démoralisation. L'équipe, autrefois dynamique et collaborative, se retrouvait dans un état de tension constante. Les réunions devenaient des arènes de frustration, où les voix des employés étaient systématiquement ignorées ou minimisées. Le manque de reconnaissance, couplé aux exigences irréalistes de M. Martin, entraînait une baisse notable de la qualité du travail produit. Les projets importants commençaient à accumuler du retard, et les taux d'erreur, auparavant minimes, avaient augmenté. Cette dégradation n'était pas passée inaperçue auprès de la direction supérieure. Les rapports sur la détérioration des performances de la succursale arrivaient avec une fréquence croissante entre les mains des cadres, soulevant des doutes et des inquiétudes. La pression montait sur M. Martin, dont les tentatives de justifier sa gestion sous le prétexte de l'efficacité économique devenaient de plus en plus difficiles à avaler. Pendant ce temps, Marie, dans son monde de silence, continuait à accomplir son travail avec dévouement et précision. Sa présence devenait un phare d'espoir pour certains de ses collègues, qui commençaient à la voir non seulement comme une survivante, mais comme l'incarnation de la résilience et de l'intégrité. En contraste direct avec la direction défaillante de M. Martin, Marie démontrait que même dans les rôles les plus modestes, il y avait une dignité et un but qui ne pouvaient être sous-estimés. La crise de leadership atteignit un point critique lorsqu'un rapport de performance particulièrement accablant arriva sur le bureau du propriétaire de l'entreprise. Ce document détaillait non seulement les problèmes opérationnels et financiers, mais dressait également un tableau sombre de l'atmosphère de travail toxique qui s'était développée sous la direction de M. Martin. Il devenait évident que des changements drastiques étaient nécessaires pour éviter un effondrement total. Ainsi, alors que Marie continuait son travail, presque invisible mais indispensable, l'ombre d'une intervention planait sur le bureau. Le mécontentement général avait signalé le besoin d'un nouveau cap, un qui valoriserait l'humain autant que le financier. Ce que personne n'attendait, cependant, c'était la manière dont ce changement allait se produire, et le rôle central que Marie jouerait dans la transformation à venir.
Dans le silence du bureau, après les heures, Marie se consacrait non seulement au nettoyage, mais aussi à un projet secret né de sa passion et de sa formation en économie. Loin des regards curieux et des attentes extérieures, elle élabora un plan d'affaires détaillé, visant à adresser les nombreuses inefficacités qu'elle avait observées depuis son arrivée. Marie voyait au-delà des surfaces qu'elle nettoyait, elle envisageait le potentiel d'une entreprise qui pourrait s'épanouir si ses finances et ses opérations étaient guidées par une main plus attentive et innovante. Une nuit, alors que la lune filtrait à travers les fenêtres du bureau, Marie finalisa son plan. Avec une attention particulière, elle esquissa des stratégies pour revitaliser l'entreprise, de la restructuration des équipes à la mise en œuvre de nouvelles politiques d'incitation qui favoriseraient non seulement l'économie, mais aussi le bien-être des employés. Elle savait que ces idées pourraient être la clé pour inverser la tendance au déclin, mais hésitait à les partager directement, craignant que son statut et ses limites de communication ne l'empêchent d'être prise au sérieux. Par une distraction, le document sur lequel elle avait travaillé si diligemment fut laissé sur une table, oublié dans un moment d'inattention. C'est ainsi que, le lendemain matin, M. Martin, lors d'une de ses rares visites au bureau en dehors de ses heures habituelles, trouva le plan. Surpris par la profondeur de l'analyse et la clarté des propositions, il vit dans ce document une opportunité de rédemption aux yeux du conseil d'administration, et peut-être, une chance de solidifier sa position menacée dans l'entreprise. Sans hésiter, M. Martin s'appropria le plan, le présentant comme le sien lors de la prochaine réunion avec la direction. Les idées de Marie, filtrées par la voix de M. Martin, furent accueillies avec enthousiasme. Des éloges furent faits, et un nouveau sens de l'espoir commença à circuler parmi les exécutifs, qui voyaient dans les propositions une voie viable pour la récupération de l'entreprise. Cependant, l'acte de fraude ne passa pas inaperçu. Madame Dubois, qui connaissait bien l'incompétence de M. Martin et sa tendance à réduire les coûts à tout prix, douta de l'authenticité du plan dès le début. Ses soupçons augmentèrent en se rappelant les moments où elle avait surpris Marie travaillant sur ses papiers après les heures, la dévotion silencieuse qui semblait déplacée pour une employée de nettoyage. Ce tournant dans l'histoire déclencha une série d'événements qui changeraient l'avenir de l'entreprise et de Marie. La fraude de M. Martin, en tentant de revendiquer le crédit des idées d'autrui, prépara le terrain pour sa chute éventuelle. Pendant ce temps, le véritable talent derrière le plan d'affaires était sur le point d'être révélé, promettant non seulement justice pour Marie, mais aussi un changement significatif dans la direction et l'orientation de l'entreprise. L'aventure de Marie, passant d'une employée sous-estimée à une figure centrale dans le sauvetage de l'entreprise, ne faisait que commencer. Alors que le plan d'affaires présenté par M. Martin commençait à être mis en œuvre, un changement tangible prenait forme dans l'entreprise. Cependant, le fossé entre l'incompétence précédemment démontrée par M. Martin et le génie soudain du plan éveillait des soupçons. Parmi les plus sceptiques se trouvait le propriétaire de l'entreprise, M. Lefebvre, un homme qui avait bâti son empire grâce à un mélange d'intuition aiguisée et de compréhension profonde du caractère humain. Intrigué par le revirement soudain de M. Martin, il décida d'enquêter sur l'origine du plan. M. Lefebvre, conscient de l'importance de la discrétion, opta pour une approche directe mais cachée, la révision des enregistrements des caméras de sécurité du bureau. Ce qu'il découvrit fut révélateur. Les images montraient Marie, loin d'être juste une partie de l'équipe de nettoyage, consacrant des heures après le travail à élaborer méticuleusement le plan. La vérité était indéniable et le contraste entre la véritable auteure et le supposé créateur du plan ne pouvait être plus frappant. Armé de cette information, M. Lefebvre convoqua une réunion urgente avec la direction, incluant M. Martin. La tension était palpable alors que tous se rassemblaient, réalisant que cette convocation inattendue n'augurait rien de bon. Monsieur Martin, commença M. Lefebvre, sa voix calme mais chargée d'autorité. L'origine du plan d'affaires que vous avez présenté a suscité mon intérêt. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer comment vous êtes parvenu à de tels aperçus détaillés et stratégiques? Monsieur Martin balbutia une réponse, ses tentatives de maintenir une façade de compétence s'effondrant rapidement sous le regard scrutateur de M. Lefebvre. C'est alors que, à la surprise générale, M. Lefebvre révéla les enregistrements des caméras de sécurité, montrant clairement Marie travaillant sur le plan. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. M. Martin, maintenant pâle et incapable de formuler une défense, était clairement démasqué. M. Lefebvre, quant à lui, se tourna vers Marie, qui avait été amenée à la réunion sous prétexte de clarifier certains points sur les tâches de nettoyage. Marie, et dit-il, la regardant droit dans les yeux. La véritable intelligence et l'effort derrière ce plan sont les vôtres. Il est rare de trouver quelqu'un de votre calibre, caché sous l'humilité de vos circonstances actuelles. La reconnaissance de M. Lefebvre non seulement démasqua la fraude de M. Martin, mais mit également en lumière l'extraordinaire talent de Marie.
La réunion se termina par la suspension immédiate de M. Martin de ses fonctions, tandis que Marie fut invitée à assumer un rôle plus significatif dans l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'affaires, sous la direction directe de M. Lefebvre. Ce moment de découverte et de démasquage ne fut pas seulement un tournant dans la carrière de Marie, c'était un témoignage de la croyance que le véritable talent et la dévotion finissent par trouver leur chemin pour être reconnus, malgré les barrières. L'histoire de Marie, passant d'une employée de nettoyage à une architecte de l'avenir de l'entreprise, commençait à se dérouler de manière que même elle n'aurait pu prévoir. Après la révélation surprenante lors de la réunion avec M. Lefebvre et la haute direction, l'ambiance dans l'entreprise a commencé à changer de manière significative. La suspension de M. Martin et la reconnaissance des compétences et des efforts de Marie ont marqué le début d'une nouvelle ère pour l'entreprise, une ère de véritable méritocratie et d'innovation. M. Lefebvre, réalisant le potentiel gaspillé de Marie dans son poste précédent, l'a promue à un poste de leadership dans l'équipe chargée de mettre en œuvre le plan d'affaires qu'elle avait créé. Cette décision a non seulement corrigé une grande injustice, mais a également envoyé un message puissant à toute l'entreprise. La compétence et le dévouement seraient les véritables mesures de valeur dans l'organisation. Avec le nouveau poste, Marie s'est retrouvée face à une opportunité et à un défi. Pour la première fois, elle avait la chance d'appliquer ses connaissances en économie et sa vision stratégique à grande échelle. Cependant, elle faisait également face au scepticisme de certains collègues, qui la voyaient encore comme l'ancienne femme de ménage. Déterminée à prouver sa valeur, Marie a embrassé son nouveau rôle avec un mélange d'humilité et de confiance, guidée par le désir de faire la différence. Sous la direction de Marie, l'équipe a commencé à mettre en œuvre le plan avec une énergie renouvelée. Ces propositions, allant de la restructuration des départements à l'introduction de nouveaux incitatifs pour les employés, ont été accueillies avec enthousiasme par la majorité. Marie possédait une capacité unique à écouter et à intégrer les retours d'informations, transformant les défis en opportunités d'amélioration. L'efficacité de ces stratégies est rapidement devenue évidente. La productivité a augmenté, le moral des employés s'est nettement amélioré et l'entreprise a commencé à voir des résultats tangibles. Marie, avec son approche inclusive et sa volonté de faire face aux problèmes de front, a revitalisé non seulement les processus opérationnels, mais aussi la culture de l'entreprise. Elle est devenue un exemple de leadership, inspirant ses collègues à se dévouer avec la même passion qu'elle démontrait chaque jour. Le succès de Marie en tant que leader n'est pas passé inaperçu. Monsieur Lefebvre, en particulier, était impressionné par la transformation qu'elle avait initiée. Il voyait en elle non seulement une leader efficace, mais aussi une véritable partenaire dans la conduite de l'entreprise vers un avenir prometteur. La confiance et le respect mutuel entre eux ont grandi, ouvrant la voie à une collaboration encore plus étroite. La rédemption de Marie était complète. D'une existence marquée par la tragédie et l'isolement, elle est sortie comme une force de transformation au sein de l'entreprise, prouvant que la véritable grandeur vient non seulement du talent, mais aussi de la capacité à surmonter les adversités et à transformer les défis en victoire. Son parcours de rédemption a non seulement changé sa propre vie, mais aussi façonné le destin de l'entreprise, démontrant le pouvoir indéniable de la compétence, de la vision, et surtout, du cœur humain. Alors que Marie commençait à transformer l'entreprise sous sa nouvelle direction, un autre changement, plus personnel, commençait à se produire dans sa vie. La relation professionnelle entre elle et Monsieur Lefebvre, basée sur le respect mutuel et l'admiration pour les compétences de l'autre, a lentement commencé à évoluer vers quelque chose de plus profond. La dévotion de Marie à l'entreprise et sa passion pour faire la différence ont touché Monsieur Lefebvre d'une manière qu'il n'avait pas anticipée, le faisant voir en elle non seulement une leader exceptionnelle, mais aussi une femme avec une force et une beauté intérieures incomparables. Alors qu'ils travaillaient ensemble pour mettre en œuvre les changements, les moments partagés, des discussions intenses sur les stratégies commerciales aux rires sincères sur de petites victoires, ont tissé un lien émotionnel que ni l'un ni l'autre ne pouvait nier. C'est lors d'un après-midi d'automne, alors qu'ils se promenaient dans les jardins de l'entreprise, discutant de plans futurs, que Monsieur Lefebvre, poussé par un élan de sincérité, a exprimé ses sentiments pour Marie. Marie, surprise mais touchée par la confession, a réalisé que son cœur, qu'elle croyait fermé à l'amour depuis la perte tragique de Kevin, était à nouveau ouvert. Elle a vu en Monsieur Lefebvre non seulement un leader inspirant, mais aussi un homme compatissant et compréhensif, quelqu'un avec qui elle pourrait partager non seulement ses rêves professionnels, mais aussi personnels. Leur relation a fleuri, marquée par un profond respect mutuel et un amour qui grandissait chaque jour. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils décident de se marier, lors d'une cérémonie simple mais émouvante, entourés de leurs amis les plus proches et de la famille de Monsieur Lefebvre, qui a rapidement accueilli Marie comme l'une des leurs. Quelques mois seulement après leur mariage, Marie et Monsieur Lefebvre ont appris qu'ils attendaient un enfant.
La révélation de la grossesse de Marie est venue comme un symbole de nouveau départ, non seulement pour eux en tant que couple, mais aussi pour l'entreprise, qui continuait à prospérer sous leur direction partagée. La grossesse a apporté une nouvelle couche de joie et d'attente dans leur vie, promettant l'arrivée d'un nouveau chapitre rempli d'amour, d'espoir et de renouveau. Marie, qui autrefois affrontait le monde seule, se trouvait maintenant entourée d'amour et de soutien, non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans son rôle dans l'entreprise. L'histoire de Marie et de Monsieur Lefebvre, marquée par la renaissance de l'amour et la promesse d'un nouveau départ, a servi de rappel que même après les plus grandes adversités, la vie peut nous surprendre avec des deuxièmes chances inattendues de bonheur et d'accomplissement. Alors que le dénouement de l'histoire de Marie se dessine, nous trouvons une femme transformée, dont la vie, autrefois marquée par la tragédie et l'isolement, rayonne désormais de succès et de bonheur. Mais c'est une surprise inattendue qui apporte la conclusion la plus émouvante et symbolique à son voyage. Dans les mois qui ont suivi son mariage avec Monsieur Lefebvre et la révélation de sa grossesse, Marie a vécu une série de changements qui semblaient aligner tous les aspects de sa vie sur un chemin de réalisation et de joie. Cependant, c'est lors d'un paisible soir d'été, alors qu'elle était assise sur le balcon de sa nouvelle maison, contemplant le coucher du soleil, que Marie a réalisé un changement qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Son oui, perdu depuis des années dans un accident qui avait détourné le cours de sa vie, commençait, de manière inexplicable, à revenir. Initialement, il n'y avait que des murmures du vent et le chant lointain des oiseaux, des sons qu'elle avait appris à entendre et à travers la vibration et le mouvement, mais qui avaient maintenant une qualité distincte, une présence réelle. Au fil des jours, la clarté de ces sons a augmenté, confirmant qu'il ne s'agissait pas seulement d'un désir ardent de son imagination, mais d'une réalité. Les médecins étaient perplexes, incapables d'expliquer complètement sa récupération auditive, l'attribuant à une combinaison rare de régénération nerveuse et peut-être, au pouvoir inexplicable de l'esprit humain sur le corps. Cette récupération de son oui était plus qu'un miracle médical pour Marie, c'était un symbole de sa guérison totale, une affirmation que, quelles que soient les adversités rencontrées, le renouveau et l'espoir sont toujours possibles. Elle pouvait maintenant entendre les rires de sa nouvelle famille, les sons de l'entreprise qu'elle avait contribué à revitaliser, et plus important encore, les battements du cœur de son futur enfant, des promesses d'un nouveau chapitre encore à écrire. Marie et Monsieur Lefebvre, unis non seulement par l'amour, mais aussi par une vision partagée de l'avenir, regardaient vers l'avant avec un sentiment de but renouvelé. L'entreprise, autrefois au bord de l'échec sous la direction précédente, fleurissait désormais, témoignage du pouvoir du leadership efficace, de l'innovation et de la persévérance. Et bien sûr, les fidèles compagnons de Marie, ces précieux animaux de compagnie, qui avaient été à ses côtés dans les moments les plus sombres, partageaient désormais la lumière de sa nouvelle vie. Ils étaient un rappel constant du chemin qu'elle avait parcouru, de la profondeur de la désolation à la plénitude de la vie qu'elle savourait maintenant. Le triomphe de Marie n'est pas seulement l'histoire de son ascension vers le succès, c'est une célébration de la résilience humaine, du pouvoir de l'amour et de la loyauté, et de la croyance inébranlable en la possibilité d'un nouveau départ. Sa vie, complétée par la récupération de son oui et le début d'une famille, conclut le récit avec un puissant message d'espoir et de réalisation, prouvant que, même face aux plus grands défis, nous pouvons trouver la force de reconstruire et de triompher.